Français du Monde, vous avez fait une série de webinaires sur la réforme des retraites. Et dans tous ces webinaires, on a compris aussi qu'on avait besoin d'explications sur ce qui existait pour l'instant et pas uniquement sur ce qui allait exister. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire un webinaire un peu plus administratif, un petit peu moins politique, mais qui permette de répondre à toutes les questions techniques aussi qu'on a eues dans les derniers webinaires sur comment, dans la mobilité, pouvoir faire valoir ses droits à la retraite. Nous avons donc aujourd'hui présent dans ce webinaire Armelle Benardo. Bonjour Armelle. Vous êtes donc directrice du CLES. C'est le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale. Donc, nos compatriotes dans le monde entier vous contactent régulièrement pour avoir des informations sur leur retraite à venir ou en cours. Vous allez donc intervenir dans un premier temps. Nous avons aussi aujourd'hui autour de cette table virtuelle Jean-Yves Lecomte, qui est sénateur des Français de l'étranger. Jean-Yves Lecomte qui travaille beaucoup aussi en relation avec la CNAV, qui nous aide souvent, nous, élus consulaires, à débloquer des dossiers. Et nous avons aussi aujourd'hui Julien Ducournau. Bonjour Julien, qui est vice-président de la CFE et qui va nous expliquer le rôle de la CFE, de la Caisse des Français de l'étranger, dans les retraites. On la connaît surtout pour la protection sociale, mais aussi elle a un rôle sur les retraites. Et ensuite, nous aurons des interventions d'élus consulaires, des conseillers des Français de l'étranger, qui viendront relayer des questions pratico-pratiques pour nos intervenantes du CLES en particulier, sur les problèmes rencontrés pour les Français d'Amérique avec Annie Michel, pour les Français d'Afrique avec Jean-Baptiste Heinz. Et puis, je ferai remonter quelques petits problèmes aussi des populations frontalières, voilà, pour la Belgique. Je vous laisse donc la parole, Armelle. On parle ici de carrière internationale au sein de l'Union européenne. Le CLES permet notamment d'informer sur ces retraites. Alors, tout d'abord, un grand merci d'être présente. Pourriez-vous nous expliquer comment on fait pour recevoir une retraite pleine et entière quand on a cotisé dans plusieurs pays? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, effectivement, le CLES est un établissement public administratif, donc nous sommes des agents publics. Je suis haut fonctionnaire et Aurélie Brière, qui est avec nous aujourd'hui, est la directrice des affaires juridiques du CLES, également agent public. Donc, tout ça, tout simplement pour dire que le CLES n'est pas là pour faire des commentaires sur les projets de loi, mais bien pour assurer un service public. Ce service public, il se décline en plusieurs volets, dont un volet très important et qui est celui le mieux connu sans doute du public, qui est justement de répondre aux assurés, aux employeurs, aux futurs assurés, aux Français de l'étranger ou aux Français qui souhaitent s'expatrier sur la continuité de leurs droits sociaux et de la protection sociale en fonction de leur situation individuelle et singulière. C'est un des rôles qui est les plus connus. À côté de ça, le CLES assure d'autres missions, notamment une mission de traduction officielle pour l'ensemble de la sécurité sociale et la fonction d'organisme de liaison, c'est-à-dire que le CLES est chargé officiellement, par des conventions qui ont valeur de traités internationaux, d'être le point relais des autres organismes dans le monde, notamment dans les pays avec lesquels la France a signé une convention ou est en accord de sécurité sociale. Pour venir à des choses un peu plus concrètes, et c'est sans doute celles qui intéressent nos interlocuteurs, c'est effectivement comment ça se passe concrètement quand on s'expatrie ou quand on est déjà expatrié et qu'on envisage de revenir pour les questions de retraite. Alors, tout d'abord, permettez-moi juste en une phrase de rappeler que la protection sociale, ce n'est pas que la retraite. Alors, la retraite, c'est très important et ça se construit tout au long d'une carrière. Donc, je comprends qu'on y pense et il faut y penser, effectivement. Mais je rappelle aussi qu'il est important que les Français de l'étranger pensent aussi aux autres risques. Le risque famille, le risque maladie. Ce sont également des sujets extrêmement importants et souvent, quand on les découvre, il est trop tard. Donc, mieux vaut y penser avant. Alors, sur les retraites, la façon d'avoir une carrière complète, en fait, elle est la même partout. C'est-à-dire qu'il faut effectivement avoir cotisé
une certaine durée. Généralement, enfin pour la France, c'est compté en trimestre, mais dans d'autres pays, c'est compté selon d'autres durées qui peuvent aller la semaine, le mois, l'année, le trimestre, etc. Tout existe. Et donc, la seule façon toujours d'avoir une carrière complète, d'avoir des périodes s'ajouter pour d'autres raisons, par exemple pour des enfants, c'est bien d'avoir travaillé une certaine durée. Sinon, quoi qu'il arrive, et quelles que soient les conventions, vous aurez toujours quelque part un trou et donc une retraite qui en sera minorée. Ce qui est important de comprendre, c'est que la coordination de la sécurité sociale, ce n'est pas un système supranational. Comme son nom l'indique, on coordonne à travers des conventions ou des règlements européens des systèmes existants. Ces systèmes, ils peuvent être très divers, ils sont très divers d'ailleurs, y compris au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes par répartition, il y a des systèmes par capitalisation, il y a des systèmes par points, il y a des systèmes par période, il y a plus ou moins une proportion plus ou moins importante de base et de complémentaires dans chacun des pays. Donc tous ces systèmes-là, ils existent, ils coexistent, et le rôle des conventions, ce n'est pas de les changer. On part donc d'un système existant, le système français par exemple, avec sa complexité, ses règles, les périodes de chômage qui peuvent ou non être comptées, les périodes pour enfants, etc. Et on coordonne ce système-là avec les autres systèmes. Ce qui permet effectivement essentiellement, d'assurer la continuité des droits, donc c'est extrêmement important, et deuxièmement, effectivement, de cumuler les périodes. Ces périodes, elles ne se cumulent pas que pour la retraite, elles se cumulent aussi pour les autres risques. Le risque chômage, par exemple, ou bien pour le risque maladie, éventuellement, si on prend en compte des périodes précédentes, par exemple pour des calculs d'indemnité journalière. Donc ce système-là, il faut bien le comprendre comme quelque chose qui va faire coexister des systèmes très différents les uns des autres. Et une fois qu'on a compris ça, il faut comprendre aussi que chaque pays garde ses propres règles sur lesquelles il est souverain et il ne prend en compte la coordination que sur des aspects relativement limités, notamment la durée des périodes. Et l'objectif n'a jamais été, et ne sera jamais d'ailleurs, de faire en sorte que tous les systèmes soient identiques. Ce n'est pas du tout ça. C'est pour ça que la première chose à bien comprendre, c'est que lorsque vous aurez plusieurs carrières dans plusieurs pays, vous aurez toujours plusieurs pensions. Le but n'est pas d'avoir une seule pension versée par un seul pays. Et ça, c'est la première chose à faire, à comprendre. Et par ailleurs aussi, lorsque vous avez effectivement des âges différents auxquels vous pouvez liquider, ce n'est pas la coordination qui va changer ça. Vous continuez à avoir plusieurs âges différents auxquels vous allez pouvoir liquider dans chacun des pays où vous avez fait une carrière. Enfin, la troisième chose qu'il faut bien que les Français de l'étranger aient en tête, c'est que autant à l'intérieur de l'Union européenne, qui est quand même un cas très courant, autant à l'intérieur de l'Union européenne, on va pouvoir tout additionner, si bien qu'aucune période ne sera perdue. Autant avec les pays avec lesquels nous avons des conventions, et là ça concernera plus par exemple les Français établis en Afrique, on ne va pas pouvoir tout additionner. On va faire des calculs pour savoir quelle est l'addition la plus avantageuse pour l'assuré, mais on ne peut pas tout additionner. Et effectivement, donc, on est dans des situations quand même relativement différentes au sein de l'Union européenne, où un assuré qui aurait fait des périodes dans 10 pays de l'Union pourrait additionner l'ensemble de ces périodes, et hors de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions à ce stade. Alors, moi, j'ai déjà quelques questions. Je vais vous poser toutes les questions aussi. Oui. Alors, en effet, vous savez que la retraite, l'âge de la retraite est plus élevé en Belgique qu'en France. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent, alors je fais comment? Est-ce que je dois attendre l'âge de la retraite belge pour faire mes demandes aussi en France? Ou est-ce que je peux avoir une retraite partielle en France à partir de l'âge de la retraite en France
Et ensuite, je toucherai tout en Belgique. Et puis, certains m'ont dit, ben, j'ai essayé de la toucher en France à l'âge français et on me demande des documents que les Belges ne veulent pas me donner tant que je ne suis pas à l'âge de la retraite. Alors, j'imagine aussi que c'est des sujets qui vous reviennent régulièrement. Alors oui, du coup, je vais prendre la suite. Alors, par rapport à la question, effectivement, la personne qui a travaillé et en France et en Belgique, où l'âge de la retraite en France est le plus tôt, elle déposera effectivement, tout dépend de son lieu de résidence, hein, mais elle déposera sa demande. Elle réside en France, elle dépose logiquement sa demande en France pour bénéficier de la part de sa retraite française. Et elle redéposera une demande au moment où elle atteindra l'âge de la retraite en Belgique pour avoir la part de sa retraite belge. Si entre la retraite française et la retraite belge, elle a continué à travailler et eu d'autres périodes d'assurance validées, des périodes d'assurance supplémentaires, la retraite française sera recalculée. C'est ce qu'on appelle des liquidations successives. C'est bien prévu par les règlements européens de coordination. Il n'y a pas de perte de droit. Effectivement, au moment de la retraite française, elle aura une retraite calculée sur la base des périodes d'assurance françaises et des périodes d'assurance belge. Et donc là, effectivement, si la Belgique ne transmet pas les demandes, c'est qu'il n'applique pas la réglementation européenne, il n'applique pas les règlements européens de coordination. Donc là, il y a une difficulté, effectivement. Et au moment de la retraite belge, on refait un calcul de la retraite française s'il y a des périodes supplémentaires. Donc, c'est bien ce qui est prévu par les règlements européens de coordination. Et encore une fois, il y a bien une retraite française calculée selon les règles françaises, une retraite belge qui sera calculée selon les règles belges, mais on tiendra bien compte des périodes effectuées dans les deux pays. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre petite question très pratico-pratique de quelqu'un qui me dit « J'ai été militaire de carrière dans l'armée française pendant 3 ans avant de faire toute une carrière dans les transports en commun en Belgique. Je prendrai ma retraite au 1er mai et voudrais savoir quelle démarche dois-je faire pour bénéficier de ma retraite en France aussi. » On a beaucoup de cas de personnes qui ont fait des carrières militaires en France avant de repartir à l'étranger. Et c'est une question qui revient régulièrement dans plusieurs pays. Dans le cadre des règlements européens de coordination, il faut bien avoir en tête pour les assurés, c'est que, comme l'a dit Mme Bonardo, les régimes sont coordonnés. Ce qui veut dire, ça veut dire qu'il y a une coordination entre les institutions des États. Donc, l'assuré, lorsqu'il va aller déposer sa demande, en général, il dépose une demande dans son lieu de résidence. Il faut bien qu'il précise à l'institution de son lieu de résidence à laquelle il dépose sa demande, là où il a travaillé, dans quel pays il a travaillé et dans quel régime il a travaillé. C'est cette institution-là qui doit faire le lien, donc ce qu'on appelle une institution de contact, qui doit prendre le contact avec les autres institutions des autres États, France, Italie, enfin, les institutions dans les États où l'assuré a travaillé, pour récupérer les périodes. Et indiquer aussi à l'autre État que l'assuré a déposé une demande de retraite et que de son côté, à lui aussi, il doit faire aussi le travail de calcul de retraite. Donc l'assuré, lui, il a juste à penser à bien déposer sa demande et à bien préciser à quelles institutions, dans quelles institutions il a travaillé, peu importe les États de l'Union européenne. Et c'est l'institution qui doit faire le travail pour lui. Ce qui est important et ce qui aujourd'hui effectivement ne fonctionne pas et qui fonctionnera peut-être un jour, c'est que les institutions des différents États ne connaissent en général que les périodes travaillées dans cet État-là. C'est déjà un gros travail au niveau, par exemple, français, où il y a, comme chacun sait, beaucoup de régimes, d'avoir pour chaque assuré la totalité de la carrière dans tous les régimes auxquels il peut avoir cotisé. En revanche, aujourd'hui, ça n'existe pas, même au niveau européen. Et donc, là, la part de travail de l'assuré, c'est bien de préciser à quel moment il a travaillé, dans quel pays et dans quel régime. Merci beaucoup, c'est extrêmement clair. Merci pour votre clarté. Alors, on a Loïc Baron qui pose dans le chat une question et qui dit alors au Royaume-Uni. Voilà, parce que c'est vrai, certains se demandaient aussi l'impact du Brexit. Est-ce que le Royaume-Uni reste toujours dans le système de coordination ou pas? Alors, le Royaume-Uni, c'est un peu particulier, donc forcément, puisque maintenant, c'est l'accord de commerce et de coopération qui s'applique. Mais en tous les cas, il faut bien avoir en tête que toutes les périodes qui ont été travaillées avant le
le 31 décembre 2020, j'ai dit pas de bêtises, voilà. Elles sont acquises. Elles sont acquises. Et donc, au moment de la demande de retraite, les assurés auront bien la totalisation de leur période et donc il n'y aura pas de perte de droit avec les périodes d'assurance qui ont été accomplies au Royaume-Uni. Même si il y a le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, il applique un texte avec l'Union européenne, ce qu'on appelle l'accord de coopération et de stabilisation, qui quand même coordonne entre guillemets les régimes de l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc, il y a quand même un certain nombre de règles assez similaires au règlement de coordination. Merci beaucoup. Dernière petite question sur l'EEE, donc qui concerne la Suisse. Et après, je vais donner la parole à Jean-Yves Lecomte et Julien Ducournau pour parler un petit peu aussi, insister un peu plus sur le système hors Union européenne. Et si vous acceptez de rester, ça nous permettra d'avoir… Bien sûr. hors Union européenne, puisque je sais que votre compétence est très large. Donc, la question sur la Suisse, ma retraite étant payée à 99% par la Suisse directement sur mon compte bancaire, comment la France fait-elle pour le prélèvement des impôts à la source? Alors là, c'est un peu une articulation entre le type de versement des retraites et le paiement des impôts. Alors là, je suis désolée, mais effectivement, le CLES n'a pas de compétences fiscales et j'aurais trop peur de vous dire une bêtise, donc je préfère éluder la question. Désolée. Oui, moi aussi, pareil. Pas de problème. Eh ben, on invitera la DINR pour un voilà, tout à fait. webinaire sur la fiscalité des retraites. On a une réponse précise. Je vous l'enverrai au cas où. Oui, merci. C'est volontiers. que nous aurons reçu entre-temps. Très bien. Alors, je laisse la parole maintenant à notre sénateur Jean-Yves Lecomte, qui va nous parler, qui suit des dossiers de retraite dans le monde entier avec les conseillers des Français de l'étranger. Et ensuite, je donnerai la parole à Julien Ducournau pour la CFE. Jean-Yves, je te laisse la parole, sénateur des Français de l'étranger. Oui, merci Cécilia. Bonjour Madame la directrice. Bon, puisque vous l'aviez évoqué, Madame Bernardo, un peu qu'on parle du système de retraite d'une manière générale. Hein. L'idée était de faire un webinaire plutôt technique et pas politique. Donc, rappeler un peu effectivement que le système français est un système qui est constitué de 33 régimes retraite de base et de complémentaires, que la plupart des retraites en France se composent d'une part de retraite de base et d'une retraite complémentaire, le plus souvent versée à Agir Carco. Que la retraite de base maximum, elle est de 1 800 € brut, et qu'après, vous avez une retraite complémentaire qui assure, en fonction des carrières, entre 30 à 60% de la retraite dans les cas les plus généraux. Qu'on peut indiquer quelques chiffres généraux sur la situation finalement des retraites du régime général, c'est 900 000 personnes de plus tous les ans qui arrivent dans le système. Donc vous comprenez bien évidemment comment, dès lors qu'on reporte d'une année ou de 2 années, on reporte autant d'arrivées, donc autant de dépenses, de la même manière que si on pose des conditions complémentaires pour arriver en termes d'années à avoir droit à demander la retraite, bien entendu, on va réduire ou même limiter quasiment à 0 le nombre de nouvelles personnes qui vont pouvoir faire une demande de retraite tous les ans. Donc, ce sont des économies au début, mais ce sont des économies. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que sur les 14 millions de retraités, il y en a un peu plus de 1 million qui vivent dans le monde, 51% en Europe et 49% dans le reste du monde, sachant qu'il y en a beaucoup qui sont en Afrique du Nord parmi les personnes qui sont hors Union européenne. Qu'il y a 122 milliards d'euros de prestations qui sont versés tous les ans. Le mode de calcul de la retraite, en fait, et c'est là que c'est important d'avoir le nombre d'années, le calcul de la retraite en France intègre trois paramètres. Le premier paramètre, c'est le nombre de trimestres validés,
et qui, en fait, engendre un taux qui peut varier. Alors, je n'ai pas avec moi dans le dernier papier le montant du taux, mais le taux, attendez, le taux, il varie entre 37,5 et 50%, Oui. de 37,5 et 50%. Et en fait, quand on a une décote, c'est qu'on n'a pas 50%. Et en fait, pour avoir ce taux de 50%, il faut donc avoir, il faut donc soit avoir terminé à 67 ans, soit avoir accumulé auparavant suffisamment d'années de cotisation. Et c'est là que c'est important, lorsqu'on a une retraite faite dans plusieurs pays, de pouvoir être capable d'aller chercher, finalement, pour ne pas avoir de décote, surtout si on travaille à l'étranger au moment où on arrête sa vie professionnelle, parce que bien entendu, c'est essentiel, on a besoin d'être en capacité d'aller chercher les années qui ont été cotisées dans différents pays. Et pour cela, ça n'est possible que dans les pays où il y a une convention de sécurité sociale, parce que c'est ainsi qu'il y aura un échange d'informations possible. Le plus souvent, d'ailleurs, quand on habite dans un pays, c'est l'organisme du pays qui instruit la demande de retraite globale, avec parfois des difficultés de communication qui nous font revenir souvent vers le CLES pour alerter sur les quelques difficultés. Mais en tout état de cause, c'est pour ça que le taux, que les années cotisées à l'étranger sont importantes. Le deuxième paramètre, donc il y a un taux qui est multiplié par la durée d'assurance cotisée en France sur la durée d'assurance exigée pour avoir une retraite pleine. Et enfin, c'est multiplié par la moyenne du revenu des 25 meilleures années. Ce qui veut dire que pour un Français qui vit hors de France et qui a fait la moitié de sa vie professionnelle à l'étranger, ce n'est pas les 25 meilleures années qu'on va lui prendre, ce sont toutes ces années. Ce qui est, là encore, une petite difficulté parce que finalement, on va regarder probablement de l'autre côté, si le système était identique au système français, finalement, au lieu de prendre les 25 meilleures années d'une carrière de 40 ans, on va prendre finalement toutes les années. Ce qui est une difficulté, mais une difficulté qui s'applique aussi aux personnes qui sont polypensionnées en France, c'est-à-dire qui ont changé de régime au cours de leur carrière en France. Et donc, c'est une difficulté pour les Français qui vivent hors de France en particulier. Après, l'autre difficulté qui a été évoquée par Madame Bernardo et sa collaboratrice, c'est le sujet de la date de départ à la retraite. Parce que nous avons, en particulier en Afrique du Nord, des dates de départ à la retraite qui sont de 60 ans, le plus souvent. J'ai en tête les difficultés au Maroc en particulier, où c'est assez difficile de pouvoir travailler après 60 ans. C'est assez difficile d'ailleurs d'obtenir une autorisation de travail après 60 ans. Et par conséquent, une personne qui travaille au Maroc et qui va devoir partir à la retraite, ne serait-ce que parce qu'elle, même si elle veut continuer, on ne va pas lui renouveler son autorisation de travail, elle ne pourra pas bénéficier de sa part de retraite française avant l'âge où elle peut faire une demande de retraite en France. Et ça, c'est une difficulté. Et on rencontre aujourd'hui un certain nombre de personnes qui doivent aller demander l'allocation de solidarité auprès du consulat pour faire la liaison entre leur retraite locale et la retraite française. Et cette situation sera encore aggravée avec la réforme en cours, puisque les délais et les conditions pour faire une demande de retraite vont être finalement retardées, donc le décalage risque d'être encore plus significatif. Voilà ce que je pourrais dire de manière relativement globale sur la situation des retraites aujourd'hui. Bien entendu, parmi les questions qui sont aussi pour nous importantes, il y a tout ce qui concerne les retraites des fonctionnaires à l'étranger. En particulier des personnes qui travaillent pour l'enseignement français à l'étranger et qui sont détachées direct dans nos établissements homologués à l'étranger. Il y a eu, vous l'avez peut-être remarqué, une volonté l'année dernière du gouvernement d'augmenter le taux que les enseignants devaient payer pour pouvoir continuer à avoir le droit pour en fait valider des années de cotisation leur donne droit à la retraite de fonctionnaire. C'était compliqué parce qu'on passait de 11 à 27% de leur revenu de base, de leur rémunération de base de fonctionnaire. Et donc, ça a été repoussé. Mais le fait est que la coordination des régimes de fonctionnaires avec des personnes qui font des périodes à l'étranger est assez compliquée et risque d'être
probablement un peu remis en cause. Alors, pas par cette réforme, mais par des dispositions qui ont été prises en particulier dans la loi de finances il y a 2 ans, parce qu'auparavant, quand vous étiez enseignant et que vous travailliez à l'étranger, une partie que vous étiez fonctionnaire, vous étiez détaché direct auprès d'un établissement d'enseignement français à l'étranger, vous cotisiez dans le pays dans lequel vous travailliez. Suivant les conditions pour acquérir une retraite à l'étranger, parfois, effectivement, il faut avoir cotisé 10 ans. En fait, si on cotisait 5-6 ans, on n'avait pas de retraite à l'étranger. Et donc, à ce moment-là, il était absolument indispensable d'avoir droit de continuer à cotiser à sa retraite de fonctionnaire. Parfois, la retraite, elle pouvait être obtenue, même si c'était une petite retraite, pour 2 ou 3 années de cotisation. Mais alors, ce que faisait jusqu'à il y a 2 ans l'administration française, c'est qu'elle déduisait de la pension versée par la France, la retraite de fonctionnaire, elle déduisait la retraite qui était touchée dans le pays, qui était versée par le pays où on avait fait quelques années on avait travaillé quelques années sous forme de détachement direct. L'écrêtement a été supprimé il y a 2 ans, en 2021. Mais je crois qu'avec l'évolution et les ambitions pour l'enseignement français à l'étranger, on va avoir de plus en plus de personnes qui vont être en disponibilité, qui vont être en détachement direct. Et les conditions pour conjuguer la retraite de fonctionnaire, alors qu'il y aura eu des périodes travaillées à l'étranger, avec des périodes qui sont émises, qui sont faites à l'étranger, sont assez compliquées et ça va demander une attention toute particulière. S'il y a des gros sujets d'application, si les transmissions se font mal, si notamment, effectivement, les périodes ne sont pas comptabilisées correctement dans les États étrangers, clairement, le CLES est parfaitement compétent pour ce faire. Il y avait juste un petit point de vocabulaire que je souhaitais peut-être préciser avec vous, monsieur le sénateur, c'est que quand vous parlez d'enseignants détachés, du point de vue du droit de la sécurité sociale, nous comprenons que l'enseignant étant détaché, ça veut dire que par définition, il reste affilié à son régime d'origine, donc au régime français. Or, en fait, les cas auxquels vous faisiez allusion, j'ai l'impression que ce ne sont justement pas des fonctionnaires qui sont restés affiliés au régime français. Est-ce que je me trompe? Alors, en fait, ce sont des personnes qui sont détachées directement du ministère de l'Éducation nationale à une entité, à une structure juridique de droit étranger. Et dans ce cas-là, effectivement, les pensions, la part patronale, entre guillemets, des pensions civiles, elle est prise en charge par l'administration. Mais vous avez les cotisations qui doivent être payées par la personne et qui sont globalement pour un enseignant entre 200 et 300 euros par mois. Et ben celles-ci, il faut qu'ils les payent pour avoir droit à la continuité de leur retraite, parce que de toute façon, ils travaillent à l'étranger avec un contrat de droit local. Et dans la plupart des pays, ils ont aussi l'obligation de cotiser pour leur retraite locale. C'est le cas en particulier aux États-Unis. Et donc, il se trouve qu'à la fin, on les oblige finalement à cotiser 2 fois. Une fois pour avoir une retraite à taux plein de fonctionnaires et une deuxième fois parce que comme ils sont employés de droit local, ils doivent payer par exemple aux États-Unis. Alors, donc là, on parle effectivement, pardon, excusez-moi de vous avoir interrompu, monsieur, mais effectivement, là, on parle bien des cas où la Convention ne couvre pas l'ensemble des risques et on est dans un cas où, effectivement, il peut y avoir à ce moment-là plusieurs cotisations. Donc, voilà, d'accord. Donc, c'est un cas particulier. Effectivement, nous, c'est pas ce que nous appelons détaché. Il y a des doubles cotisations et jusqu'à il y a quelques années, dans la loi, il y avait une obligation de double cotisation et après, il y avait un écrêtement qui faisait qu'on n'avait qu'une seule retraite. Donc, après, on a autorisé le droit d'option par la loi. Et par la loi aussi, on a fait sauter l'écrêtement. Donc voilà, c'est des évolutions plutôt positives qui ont eu lieu au cours des 20 dernières années. Alors, j'ai vu passer une question tout de suite, je me permets d'y répondre. La plupart des organisations internationales, et là peut-être que vous pourrez nous le dire aussi, font aussi partie quel que soit le système de retraite de l'organisation internationale. Il me semble que ça fait aussi partie des années qui peuvent être prises en compte pour le calcul. Elles sont prises pour le tout, oui. Les périodes dans les organisations internationales sont prises pour le tout. Est-ce que quand on est dans une organisation internationale et dans un pays étranger, comme il y a ces 2 accords différents, vous nous en prenez qu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas… Alors là, effectivement, vous trouvez sur le site du CLES effectivement un certain nombre de choses sur ce qu'on appelle les accords de siège, qui concernent principalement les organisations internationales qui ont leur siège en France, puisque dans ces cas-là, effectivement, quand la France accueille une organisation internationale sur son sol, il y a un traité qui est signé et qui permet effectivement de disposer
d'un certain nombre d'avantages, et dont ce que vous dites. C'est vrai que nous avons une base de données qui recouvre ce qu'on appelle donc ces accords de siège pour les organisations internationales qui soit ont leur siège en France, soit ont un établissement en France. Et effectivement, il y a beaucoup d'organisations, il y en a une quarantaine qui ont leur siège en France, pour lesquelles on les considère en fait un petit peu comme effectivement un pays étranger avec lequel on passe une convention spécifique au moment où le siège s'installe. Merci beaucoup. Et je pense que du coup, on a avec ces dernières discussions une bonne position pour les cas des pays qui n'ont absolument pas de convention bilatérale avec la France ou qui ne font pas partie de l'espace économique européen, de l'Union européenne. On a aussi une option de pouvoir cotiser à travers la CFE, et je vais laisser la parole quelques minutes à Julien Ducournau, qui est vice-président de la Caisse des Français de l'étranger et qui va nous parler un petit peu, nous expliquer ce rôle moins connu de la CFE. Julien, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Cécilia. Bonjour à tous. Oui, la CFE, c'est vrai qu'elle est mieux connue du côté de l'assurance santé, mais elle a aussi un rôle au niveau de la protection de tout ce qui est assurance travail, mais aussi assurance vieillesse. Donc, c'est vrai que la CFE peut être utilisée comme une passerelle pour pouvoir cotiser et valider des trimestres en France. Ça a un sens lorsqu'on vit, comme vous l'avez indiqué, dans des pays qui n'ont pas d'accord de sécurité sociale, ou avec la France, ou qui n'ont pas de régime de protection locaux suffisant, ou même des régimes qui sont inexistants. Donc, de cotiser à la CFE pour l'assurance vieillesse, ça va permettre de valider des trimestres en France. Donc, encore une fois, pour les expatriés, c'est une possibilité qui est extraordinaire, et c'est dans la mission de la CFE, qui, pour rappel, est un organisme de droit privé, mais soumis aux réglementations de la sécurité sociale, et qui a donc une mission de service public, celle de donner accès aux Français qui vivent à l'étranger à un système de sécurité sociale type de ce qu'on aurait en France. Donc, au niveau pratique, comment ça marche? Il y a des conditions d'adhésion. Avant, il fallait pouvoir cotiser et adhérer à l'assurance vieillesse quand on s'expatriait dans un certain laps de temps quand on partait à l'étranger. Ça a changé avec la réforme. Aujourd'hui, pour pouvoir adhérer à l'assurance vieillesse par l'intermédiaire de la CFE, il suffit d'avoir cotisé soit 6 mois en France pour l'assurance vieillesse auparavant dans le passé, ou avoir été assuré ou affilié à un régime obligatoire pendant au moins 5 ans. Voilà, donc une fois qu'une de ces deux conditions sont rencontrées, on peut ensuite s'affilier. Les deux autres solutions, obligation, c'est bien sûr d'être salarié, il faut pouvoir travailler. On peut cotiser à l'assurance vieillesse que si on est salarié. Voilà. Donc si on est salarié, on peut cotiser. On a une exception aussi qui prend en compte la réalité, je dirais, de l'expatriation. C'est que les chargés de famille, donc si quelqu'un est chargé de famille et a à sa charge un enfant de moins de 21 ans, il peut aussi cotiser à l'assurance vieillesse. Donc ça, c'est aussi important à savoir, parce que en suivant un conjoint, une conjointe à l'étranger, on peut continuer à valider des trimestres par l'intermédiaire de la CFE. Un point aussi à rajouter, c'est que des fois, cette cotisation-là va passer par l'intermédiaire de l'entreprise. Donc, c'est l'entreprise qui va pouvoir prendre en charge une partie de la cotisation ou la cotisation totale à cette assurance vieillesse. Des fois, l'entreprise ne va pas vouloir le faire, par exemple si c'est des entreprises de droit locaux. Donc, la totalité de la part de cotisation va être à la charge de l'assuré. Donc, c'est vrai que c'est une assurance où il va falloir quand même regarder le coût, parce que c'est vrai que ça peut être cher. Si on est individuel, que l'entreprise ne va pas payer la part, c'est l'assuré qui va prendre la cotisation complète. Donc, au niveau de la charge de cotisation, ça va se passer suivant le salaire. Donc,
salaire va être associé à une bande de cotisation. Et donc, le principe, c'est que, comme en France, hein, plus on gagne, plus la cotisation va être élevée. La cotisation se fait par trimestre et les appels de cotisation aussi par trimestre. Donc, chaque trimestre de cotisation versée va permettre de faire valider un trimestre à l'assurance de régime retraite français. Un point aussi à rajouter, c'est que cette cotisation-là va permettre d'être affilié au régime général, mais va aussi permettre, si l'assuré le souhaite, de verser et d'adhérer à des complémentaires françaises. Donc, il y a certaines complémentaires qui vont permettre aux expats français à l'étranger aussi de verser des cotisations supplémentaires pour s'affilier à une assurance complémentaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le maximum qu'on peut avoir au niveau de l'assurance vieillesse, c'est 50% du régime, enfin, pardon, du plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc, c'est vrai que quand on parle, et le sénateur Lecomte le disait, il y a une formule de calcul, donc ça va être le plafond mensuel de la sécurité sociale fois un taux, fois le nombre de trimestres validés sur le nombre de trimestres cotisés. In fine et au final, voilà, ce total-là, ce sera 50%. Et de permettre en fait aux Français qui vivent à l'étranger de continuer à cotiser et valider des trimestres en plus, ça va permettre de faire monter cette formule-là pour aller je dirais le plus haut possible vers une liquidation à la retraite de ce taux-là à 50%. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou si on peut passer à la suite. Merci beaucoup, Julien. C'était très clair. Merci pour ces précisions. Ça montre aussi d'autres possibilités quand on n'a pas d'accord. J'ai eu quelques questions pratico-pratiques, mais peut-être avant de les poser, je voudrais faire un petit peu un tour des élus conseillers des Français de l'étranger qui sont là aujourd'hui et qui étaient prévus dans ce séminaire, parce qu'on en a beaucoup plus qui sont connectés et qui sont en train de relayer des questions dans le chat. Merci donc beaucoup, Julien. Annie Michel est connectée et voulait aussi, je crois, nous parler un peu d'exemples de problèmes rencontrés par les Français des États-Unis, voilà, les Français franco-américains. Bonjour Annie. Bonjour, bonjour Cécilia, bonjour. Effectivement, aux États-Unis, il y a un problème assez important concernant la prise de demande de retraite, parce il faut s'y prendre très longtemps à l'avance, ça c'est certain. Et il y a énormément d'erreurs du côté américain parce qu'ils ne connaissent pas beaucoup la convention de totalisation entre la France et les États-Unis. Donc, conformément à l'accord de sécurité sociale entre la France et les États-Unis, qui date du 2 mars 1987 et donc qui a été mis en application au 1er janvier 1988, tout résident aux États-Unis doit présenter sa demande de retraite française auprès du bureau local de la sécurité sociale américaine qu'on appelle SSA, c'est-à-dire Social Security Administration. Et c'est là où il y a un petit problème. Quand on habite à New York ou à New Rochelle, dans la banlieue de New York, il n'y a pas de problème parce que les employés sont bien formés. Enfin, on rencontre plusieurs cas. Donc, ce n'est pas un problème. Mais lorsqu'on est isolé, les bureaux locaux de sécurité sociale ne sont pas au courant. Ils peuvent refuser tout bêtement de prendre en compte votre retraite, votre demande de retraite, puisque l'ASSC doit transmettre la demande de retraite à Paris, à Tours, pas à Paris, à Tours, je veux dire, à la CNAF de Tours. Donc, en passant par Baltimore, qui est le centre général de toutes les retraites aux États-Unis pour la France. Donc, la durée d'assurance américaine, elle ne peut être prise en compte que si l'assuré ne réunit pas la durée d'assurance pour le taux plein en France. Chaque pays verse sa part. Alors, les États-Unis vont vous payer la retraite et la France vous paiera la retraite, mais il y a une totalisation qui permet d'atteindre en France le nombre de trimestres nécessaires. Et cette totalisation est très importante. Beaucoup de Français l'ignorent aussi et ils veulent prendre leur retraite directement en France. Alors, s'ils font cela et demandent leur retraite ensuite aux États-Unis, ils peuvent avoir un problème de WEP, ce qu'on appelle le WEP, c'est-à-dire Windfall Elimination Provision,
qu'il s'agit d'une réduction de la pension américaine de la SSA, de la sécurité américaine, basée sur une règle de non-cumul avec la pension française. Donc, il est fondamental de passer par l'accord de totalisation. Et ce web est quand même très important. Donc, les problèmes rencontrés, c'est la méconnaissance de l'accord de totalisation. C'est-à-dire que le dépôt des demandes se font directement à Paris pendant les vacances, c'est une grosse erreur. Et également, du côté américain, quand la méconnaissance de cet accord de totalisation qui entraîne de gros problèmes et des blocages de retraite. Donc, parfois, évidemment, avec la CNAV, on arrive à débloquer parce que ça passe par l'ambassade des États-Unis à Paris où il y a un service de SSA également, de Social Security américain, qui peut débloquer des retraites, mais ça prend pratiquement des mois et des années parfois. On a débloqué des retraites qui étaient coincées depuis 2 ans, et surtout pendant le Covid aussi. Donc aussi la lenteur des administrations pour un manque de personnel du côté américain. Ils étaient tous en télétravail jusqu'à ce mois-ci. Donc là maintenant, il y a une petite lueur d'espoir qui fait que les Américains peuvent accepter de prendre les demandes directement au service, ce qui fait qu'ils vont passer directement par intranet la demande à Baltimore et Baltimore la transmettra à Washington. Baltimore la transmettra à Paris, à l'ambassade de France, et il y aura un gain de temps considérable. Et pour l'instant, on en est encore à 4 mois, à 6 mois, pour simplement, par exemple, de New York à Baltimore. Et ensuite, de Baltimore, ils demandent 3 mois pour l'envoyer en France. Donc, on a ce gros problème de lenteur. Donc, je conseille vraiment aux Français de s'y prendre pratiquement 1 an à l'avance, ou au minimum 6 mois. Il y a également des erreurs dans l'administration américaine. Les retraites peuvent être, au lieu d'être envoyées à Baltimore, peuvent être envoyées en Californie ou à Long Island. Donc, il faut que le Français qui demande sa retraite soit bien au courant et couvre bien et n'hésite pas à appeler le consulat. Moi-même, le consulat ne s'occupe que des gros problèmes qui sont coincés depuis 6 mois ou 3 mois. Moi, j'ai des liaisons avec Baltimore, donc des personnes que je connais bien, et aussi en France. Donc, on arrive à dépanner en cas de gros problèmes. Si les gens ne comptent que sur cette retraite pour vivre, c'est vraiment très, très important. S'ils ont 2 retraites, bon, là, c'est moins grave. Mais voilà un petit peu le problème que l'on rencontre ici. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Annie. Je vais peut-être passer du coup à d'autres questions aussi pour pouvoir profiter de la présence encore de nos expertes du CLES. Donc, il y a certaines questions qui vont être très faciles pour vous. Est-ce que la Suisse est dans les accords de l'espace européen et de l'Union européenne? Oui, il y a un accord avec la Suisse qui applique l'accord de l'Union européenne avec la Suisse qui applique les règlements européens de coordination. Donc, il y a bien une coordination entre les États membres de l'Union européenne et la Suisse. Merci beaucoup. Et j'ajouterai que le système de retraite des fonctionnaires européens est aussi compris dedans. Puisqu'à Bruxelles, on a beaucoup de personnes dans cette situation aussi. Malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les organisations internationales à Bruxelles et on a des petits problèmes avec certaines institutions satellites de l'Union européenne que vous devez sûrement voir apparaître régulièrement, je crois, avec Eurocontrol notamment. Oui. J'ai travaillé moins de 2 ans au Luxembourg, apparemment au début des années 2000, et ce n'est pas compté. Alors, j'imagine qu'il faut que cette personne vous envoie un petit mail, parce que normalement, qui a été travaillé au Luxembourg doit être compté. Bien sûr, oui, tout à fait. Voilà. Donc, alors, c'est pas compté peut-être parce que il faut faire un contrôle, voir avec Luxembourg pourquoi les périodes ne sont pas validées. Il faut rappeler, comme disait Madame Bonardo, que les systèmes de sécurité sociale sont indépendants et chaque système valide ses périodes selon sa propre législation. Donc, effectivement, la personne qui a travaillé, d'y avoir travaillé 2 ans au Luxembourg, il faut qu'elle se rapproche de nous, qu'on voit avec Luxembourg pourquoi ces 2 années ne sont pas validées. Voilà, en précisant bien que c'est dans le cas où la personne n'était pas
en détachement, c'est-à-dire C'est qu'elle ça. ne relevait pas du régime français au moment où elle a Oui. fait effectuer cette période au Luxembourg, ce qui est très courant par ailleurs. Oui, voilà. Merci beaucoup. On me demande aussi, la portabilité des droits entre deux pays est-elle prise en compte pour éviter une décote éventuelle? Alors, la portabilité, l'exportation des droits, oui, c'est un principe à la fois des règlements européens de coordination, des conventions bilatérales et plus généralement, côté français, c'est un principe du système français d'exporter les droits, ce que vous n'avez pas forcément le cas dans les autres pays, mais en France, on exporte les droits dans plus de 180 pays. Merci beaucoup. Et alors, j'ai un élu du Japon qui est connecté. Comme on a fait ce webinaire plutôt que d'habitude, des amis asiatiques ont pu se connecter. Je vais peut-être laisser la parole si la personne qui s'occupe d'activer les micros peut activer celui de François Roussel, qui est donc conseiller des Français de l'étranger au Japon et qui a un cas qu'il voulait évoquer. François, je te laisse la parole, ça fonctionne? Oui, je sais pas, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. très bien. D'accord. Donc, merci pour l'organisation de ce séminaire, c'est passionnant jusqu'ici. Je ne vais pas prendre la parole très longtemps parce qu'en fait, j'allais poser des questions auxquelles notre sénateur Jean-Yves Lecomte a déjà répondu très spontanément dans son exposé, donc c'est extraordinaire. Et je veux vraiment aller dans le même sens que lui, c'est-à-dire dans le fait que beaucoup de jeunes envisagent des carrières sur plusieurs pays et tout le monde n'est pas en Europe. Et le fait qu'on puisse faire valoir qu'une seule convention à la fin, c'est vraiment handicapant. Donc j'approuve totalement ce que Jean-Yves Lecomte a dit. J'espère qu'on pourrait trouver une solution. J'ai souvent été sollicité par des jeunes qui m'ont demandé pourquoi c'était comme ça et je ne savais pas. Alors, ensuite, sur les détachés de l'éducation nationale, je voudrais dire qu'au Japon, ça concerne surtout, puisqu'on a des lycées de la EFE, donc ça concerne surtout les professeurs d'université. On a plusieurs dizaines de fonctionnaires de l'éducation nationale détachés directement dans des universités japonaises. Et ça a été extrêmement... ils ont réagi très négativement. Ils ont eu très peur quand il y a eu l'annonce du plus que doublement qui était envisagé du taux de cotisation. Donc, c'est très important de penser aussi, ça ne concerne pas que des enseignants dans des établissements français à l'étranger. Tout à l'heure, on a parlé des ONG, ça concerne aussi le rayonnement de la France dans des universités japonaises, dans les universités dans le monde entier. Donc, je pense que c'est un argument à dire aussi, c'est très important. Et enfin, sur l'écrêtement, je voudrais simplement vérifier, parce que nous restons sur l'idée, alors la fin de l'écrêtement, ça daterait que de 2021, ça concerne vraiment tous les fonctionnaires parce que nous sommes restés dans l'idée que quand on cotise à une retraite étrangère, nous au Japon, on est absolument obligé de cotiser à la retraite japonaise, donc on cotise doublement. Le montant de notre retraite étrangère ne sera plus retranché au montant de la retraite de la fonction publique. Ça va être ma question. Merci. Je vous laisse peut-être répondre. Peut-être Annie, tu peux confirmer, hein, mais moi, pour moi, l'écrêtement, en fait, la suppression de l'écrêtement, je dirais, c'est une bénédiction. C'est quelque chose qui s'est passé suite à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, que contrairement à d'autres sujets, lorsque la France a dû en tirer les conséquences, a tiré les conséquences du sujet globalement, plutôt que de les restreindre aux personnes qui avaient travaillé dans l'Union européenne. Annie, qui connaît mieux le sujet, pourrait peut-être confirmer, mais je crois que je ne me suis pas trompé. Oui, effectivement. D'ailleurs, il y a plusieurs collègues qui m'ont interrogé la semaine dernière, qui découvrent à 70 ans que la cotisation qu'ils ont donnée aux Américains était comptée maintenant, elle pouvait se toucher et il n'y a plus d'écrêtement. Et ça a été une surprise totale. Je suis sortie de l'ombre, entre guillemets, en 2002, quand cette loi est sortie, qu'on ne pouvait pas, nous les fonctionnaires, accumuler nos deux pensions, alors qu'aux États-Unis, on était obligés de cotiser. Et l'écrêtement avait lieu lorsqu'on prenait notre retraite française. Donc, on pouvait prendre notre retraite française, mais moi, par exemple, j'ai attendu mes 70 ans pour prendre ma retraite américaine parce que je pensais que je l'avais perdue complètement. Donc, beaucoup de gens sont comme moi, mais on n'a pas été alertés officiellement, donc on ne savait pas. Et du coup, j'ai réussi, grâce à Jean-Yves, à me procurer les textes. Et donc, les collègues qui découvrent cela au fur et à mesure en ce moment reçoivent un cadeau fantastique, une belle surprise.
C'est Et rare. j'ajouterais que c'est le fait d'avoir supprimé l'écrêtement et qui, par conséquent, conduit la France à payer des retraites de fonctionnaires complètes et non plus minorées de ce qui Voilà. arrivait de l'étranger. Et donc, ça coûte plus cher. Et c'est la raison pour laquelle, l'année dernière, il était envisagé, et ça a été abrogé, de passer les taux, multiplier les taux par 2,5 pour les fonctionnaires qui étaient dans ces situations. Voilà. Alors, Est-ce que c'est possible? je profite que j'ai la parole pour indiquer à une réponse que quand on regarde les années à l'étranger pour le calcul de la retraite, bien entendu, donc c'est pas pour autre chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. pour cette précision, Jean-Yves et Annie. On me demande, alors j'ai quelques questions encore. Samuel Bourdeau demande, y a-t-il un accord avec le Mexique? Non, il n'y a pas d'accord avec le Mexique. Pas encore. Merci. On espère alors. Françoise, à tout le monde, est-ce que les années d'études comptent pour le nombre d'années de retraite? Alors, comme on l'a déjà dit, en fait, chaque pays applique sa propre législation. Et donc, quand la France reçoit un décompte d'années effectuées à l'étranger, elle le prend pour argent comptant en fonction de la législation du pays où ces années ont été effectuées. Donc, certains pays comptent les études, d'autres pas. Certains pays rajoutent des trimestres pour enfants élevés, d'autres pas. Et donc, la France prend en compte ce qu'on lui dit de prendre en compte. Et donc, il n'y a pas de règle générale. Merci beaucoup. Alors, on a des... Alors, attendez, je regarde. Parce qu'il y a certaines questions qui ont déjà reçu des réponses. Alors, Pierre Lavéan, qui est conseiller des Français de l'étranger aux Pays-Bas, demande, est-ce qu'une personne qui n'a cotisé que 7 ans en France puis 2 ans aux Pays-Bas peut bénéficier de sa retraite? Y a-t-il un minimum d'années de cotisation? Alors, en France, il n'y a pas de condition minimum pour ouvrir droit. Donc, il aura sa pension en totalisant les périodes en France et aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, je ne saurais m'avancer parce que je ne connais pas forcément par cœur tous les régimes de sécurité sociale de tous les États membres, mais il est possible effectivement que dans certains États, il y ait une condition d'ouverture de droit, ce qui est le cas par exemple en Allemagne, pour le coup, ça je le sais, voilà, où il faut 60 trimestres, non pas 60 trimestres, il faut 5 ans, oui, c'est ça, 5 ans donc, pour ouvrir droit. Donc, je ne connais pas la durée, s'il y a une durée minimale, mais en tout cas, si elle existe, les Pays-Bas appliqueront les règlements de coordination et viendront totaliser pour ouvrir droit. La totalisation, c'est pour l'ouverture du droit et pour le calcul de la retraite. En France, ce n'est que pour le calcul de la retraite, puisque jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de condition d'ouverture de droit, de durée. On ouvre droit avec un trimestre. Merci beaucoup. Alors, d'abord, je voudrais prévenir que certaines personnes ont dû quitter la visio. Donc, elles m'ont dit de les excuser, notamment le président de Français du Monde. Et je voudrais remercier aussi Julien Ducournau qui s'est connecté tôt ce matin des États-Unis et qui doit aussi repartir à son travail. Est-ce que je peux vous prendre, mesdames, encore quelques minutes pour quelques questions? Je sais qu'on avait donné 1 heure. Oui. Quelques minutes, on vous les accorde volontiers. On a encore quelques messages qui sont remontés et on ne prendra plus les nouveaux. On me dit, il me semble que le calcul de retraite en France tient compte des 25 années de salaire les plus élevés, ayant cotisé moins de 25 ans en France et étant actuellement en Belgique. J'imagine que le calcul de ma retraite française tiendra alors compte de la moyenne, j'arrive plus à lire la fin du message, pardon, de la moyenne donc de l'ensemble de mes salaires en France. C'est exactement ça. En fait, on prend les 25 meilleures années et effectivement, si la personne n'a pas les 25 meilleures années, on prend les années disponibles qui ont validé, dont le salaire a validé un trimestre. C'est-à-dire que les années où il n'y a pas de validation de trimestre, on ne les prend pas en compte. C'est les années négligées. Mais toutes les autres, si elles ont permis de valider au moins un trimestre, on prend le salaire en compte. Donc là, effectivement, pour cette personne, on prendra tous les salaires.
Très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai Christian Menejon qui me dit « J'ai cotisé dans 3 pays différents, mais européens. » C'est plus simple. Les départs sont différents. Si j'opte pour un départ en pré-retraite, il y a beaucoup de pays dont on nous dit tout le temps « Ah, mais les âges de départ à la retraite sont plus élevés dans les autres pays. » C'est pour ça qu'on augmente en France. En fait, il y a beaucoup de pays où c'est un peu plus compliqué que ça. Il y en a beaucoup qui font des départs à la pré-retraite. Donc, si j'opte pour un départ à la pré-retraite dans mon pays de résidence, qui n'est pas la France, en quoi cela influencera mes droits dans les autres pays? Cet assuré-là, il faudra qu'il, au moment de sa demande de pré-retraite, indique à l'institution qu'il a également travaillé dans d'autres pays pour qu'il puisse se voir communiquer, ce pays se voit se communiquer les périodes d'assurance accomplies dans les autres pays. Et puis, au moment où il atteindra l'âge de départ à la retraite dans les autres pays, il faudra qu'il dépose sa demande pour bénéficier de ce qu'on disait tout à l'heure, des liquidations successives, et qu'il bénéficie de ses retraites au fur et à mesure quand il remplit les droits. Donc, encore une fois, on est sur le droit national. Oui. Et en revanche, ça n'empêche absolument pas de tenir compte effectivement des périodes accomplies, y compris éventuellement en France, en tout cas, avec une nouvelle liquidation si d'autres périodes ont pu être validées entre-temps. Tout à fait. Ou s'il atteint le taux plein. Merci beaucoup. J'ai une question de Françoise qui dit « Qu'en est-il d'une durée partielle de carrière en tant que fonctionnaire européen ?» Elle était fonctionnaire européen et travaillait. Donc, il y a ce qu'on appelle une pension qui est calculée sur le statut fonctionnaire européen. Et les périodes accomplies au sein d'une institution de l'Union européenne seront prises en compte pour le taux. Ça, c'est dans la législation française, c'est un article du Code de la sécurité sociale. Par contre, il n'y a pas de coordination en tant que telle entre la France et les États de l'Union européenne et les institutions européennes, mais elles sont bien prises en compte pour le taux de la pension. Donc, les périodes sont bien prises en compte pour le taux. Merci beaucoup, parce que vous savez qu'il y a un petit souci ici pour tous ceux qui ont fait moins de 10 ans, sachant que Tout à fait. un contrat contractuel est de 6 ans maximum dans une institution. Et donc, on a des gros problèmes quand on a fait moins de 10 ans dans une institution européenne pour faire valoir ses droits auprès des institutions. Mais vous devez être au courant, en effet, de ce problème-là. Ça concerne énormément de monde, des milliers potentiellement. Alors, une question sur le CLES. Donc, le CLES, c'est l'organisme auquel il faut s'adresser en cas de contestation de calcul ou de prise en compte des années de travail non retenues par tel ou tel pays. Alors, des recours, puisque beaucoup sont obligés de faire des recours auprès de la CNAV et des complémentaires. D'expérience, il y a plus de problèmes avec les complémentaires que les retraites de base. Mais voilà, alors, bonne question sur les recours avec le CLES. Alors, le CLES est là pour aider. Le CLES ne fera jamais une liquidation, soyons très clairs. Ce n'est pas du tout notre rôle. Donc, normalement, l'assuré, effectivement, s'adresse déjà à la caisse dans le pays où il réside. Il peut, bien entendu, surtout s'il est sollicité, communiquer avec les caisses de retraite de base ou complémentaires françaises qui ont besoin de renseignements complémentaires. En revanche, le CLES viendra en appui uniquement, je dirais, dans un deuxième temps, c'est-à-dire si effectivement la situation est bloquée ou si, comme le signalait tout à l'heure Madame des États-Unis, il y a des véritables problèmes systémiques d'application de la Convention, des mauvaises compréhensions, des mauvaises interprétations ou bien des dossiers qui restent en stock pour différentes raisons. Le CLES est totalement habilité à intervenir, c'est même son rôle principal. Donc, il va intervenir à la fois pour aider un assuré individuel lorsqu'il se trouve dans une situation qui s'enquiste, et pour intervenir de façon plus systémique, de façon à débloquer des situations dont on sait qu'elles tendent à devenir générales dans tel ou tel État. Et ces questions-là, nous les évoquons soit directement avec nos interlocuteurs, soit à l'occasion des commissions mixtes, par exemple, sur lesquelles, y compris des demandes individuelles, peuvent être transmises aux organismes de liaison étrangers. Merci. Je vais vous donner une dernière question. Alors, je vois plein de gens qui mettent vite leurs questions maintenant. J'ai en permanence 10 nouveaux messages alors que je n'arrête pas de descendre. Je suis désolée pour ceux qui rajoutent des messages
et pour lesquels on ne pourra pas avoir de réponse. Je pense qu'ils peuvent de toute façon vous contacter aussi par email. Je vous invite tous à aller sur le site du CLEISS, ça s'écrit CLEISS, puisque c'était une des questions dans le chat.fr, que moi, en tant qu'élu, j'utilise énormément pour répondre à des questions de concitoyens. On les renvoie pas vers vous, vous voyez, systématiquement nous-mêmes les questions. C'est vrai que l'arborescence est assez bien faite. J'ai néanmoins une question ici sur la Turquie. J'ai travaillé en France, au Royaume-Uni et en Turquie où je réside. Je dois déposer ma demande de retraite française en Turquie. Comment la Turquie va-t-elle gérer et transférer les infos du Royaume-Uni à la France? Sur quelle base la France va-t-elle choisir entre les deux pays pour déterminer le plus favorable? Alors, la personne qui réside en Turquie va déposer sa demande auprès de l'institution turque en précisant bien qu'elle a travaillé en France et au Royaume-Uni. En ce qui concerne la retraite française, la Turquie va envoyer les formulaires de liaison, indiquer ses périodes d'assurance, demander les périodes d'assurance accomplies en France, et chaque État, donc turc et la France, calculera sa retraite et versera sa part de retraite en tenant compte des périodes qui ont été accomplies dans l'un et l'autre pays. Pour la France, c'est un peu différent parce qu'il y a aussi une partie avec le Royaume-Uni. Donc, il y aura un calcul qui sera fait aussi entre les périodes France-Royaume-Uni et éventuellement entre la Turquie et le Royaume-Uni s'il y a un accord entre la Turquie et le Royaume-Uni. Et on sert le plus élevé des pensions. On fait les calculs et effectivement, c'est toujours le montant le plus avantageux qui est retenu pour verser la pension. Merci beaucoup. On a des questions de plus en plus complexes, mais je vois que vous, que vous maîtrisez. J'en ai une dernière qui concerne beaucoup de personnes et qui concerne d'ailleurs pas uniquement les retraites. Pour la personne en télétravail qui dépasse le seuil des 25% dans un pays, ayant passé une convention avec la France, y a-t-il une modification des règles de cotisation à la retraite et du nombre de trimestres acquis? Ça a l'air d'être une question anecdotique, mais elle concerne des milliers de personnes à la frontière depuis la période. Depuis la période Covid, sur le télétravail, il y avait eu quand même une période de flexibilité qui était très importante et on maintenait les règles, même si la personne avait plus de 25% en télétravail. On a appliqué la période de flexibilité jusqu'à la fin de Non, on l'applique encore d'ailleurs. On ne l'appelle plus comme ça, mais on l'applique encore parce que le temps qu'on trouve un système qui permette de répondre le mieux aux situations des personnes qui se trouvent effectivement en situation de télétravail au-delà des 25%. Donc, c'était en discussion au sein de l'Union européenne. Pour l'instant, on applique encore les règles, même si ce n'est plus la période de flexibilité, mais on l'applique encore. Très bien. Un très grand merci pour votre présence, pour avoir répondu à toutes ces questions. Je pense que c'était très utile de faire aussi ce webinaire qui était moins politique que les autres, mais qui permet de répondre à toutes ces questions qui ne vont pas beaucoup changer de toute façon après cette réforme des retraites qui seront toujours là. Et le test sera toujours là aussi pour répondre. Oui, bien sûr. Ce que je propose, c'est qu'on remette ça plus tard, peut-être l'année prochaine ou en fin d'année, qu'on fasse ces webinaires régulièrement aussi, parce que ça permet de répondre tout d'un coup aux questions qui sont posées par de nombreuses personnes d'un seul coup, et ça permet aussi de gagner peut-être un petit peu de temps sur le flux d'emails que vous devez recevoir quotidiennement sur Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Je voudrais remercier le sénateur Jean-Yves Lecomte qui est présent également à ce webinaire, et puis tous les conseillers des Français de l'étranger. On en a eu beaucoup dans le chat, beaucoup vont vous recontacter ultérieurement. On en a qui se sont vraiment connectés de partout, en Asie, en Amérique, en Afrique et en Europe. Donc, un grand merci à eux de faire aussi les relais et de répondre à beaucoup de questions avant de vous les envoyer. C'est grâce à eux aussi que vous avez un petit peu moins de flux, je pense. Merci. Et n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Un grand merci à toutes et à tous et une très bonne journée. Au revoir.